Ok, vous n'êtes plus à présenter chez nous parce que vous nous êtes tellement habitués. Nous sommes descendus ici chez vous pour pouvoir parler de la jeunesse. Ça vous fait d'abord comment, lorsque les gens descendent ici, vous poser des questions concernant peut-être la jeunesse de votre pays? Oui, vous savez, pour parler franchement, je crois que c'est un problème de grande préoccupation pour toutes les personnes qui aiment ce pays, qui aiment son avenir, et qui se préoccupent, si vous voulez, de la place que ce pays doit occuper dans le concert des nations. Vous savez que le monde actuel est dirigé par l'excellence, c'est-à-dire par la compétition, et dans la compétition, il n'y a que l'excellence qui peut vous faire parvenir à un point quelconque. Je ne parle pas au hasard, je prends tout simplement, prenez simplement l'exemple des Jeux Olympiques, par exemple, qui viennent d'avoir lieu au Japon. Eh bien, à ces compétitions disons, de niveau international, ce n'est pas n'importe qui, si vous voulez, qui arrive au sommet. D'abord, ce sont des pays qui envoient leurs meilleurs, disons, compétiteurs. Et dans les meilleurs, on arrive encore à déterminer qui est numéro 1, qui est numéro 2 et qui est numéro 3. Et vous avez pu voir que si vous n'êtes pas vraiment dans la catégorie de l'excellence, vous ne pouvez pas monter, si vous voulez, sur le podium pour recevoir un prix. Et alors, tout ceci, évidemment, peut être vu également au niveau des nations. Et au niveau des nations, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays que nous aimons beaucoup, parce que d'abord, nous sommes, disons, Congolais nous-mêmes. Alors, ce qui nous préoccupe, bien sûr, notre passé est passé, notre présent, on est en train de le vivre, mais c'est beaucoup plus notre avenir. Et l'avenir d'un pays, vous le savez vous-même, par la simple logique, est entre les mains de la jeunesse. Et la jeunesse, comme on peut le définir comme étant la jeunesse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un ensemble de jeunes qui apprennent du passé, qui sont modulés, si vous voulez, par le présent et qui se façonnent, si vous voulez, pour jouer le rôle qu'ils doivent jouer dans l'avenir. Et c'est là la source de notre préoccupation, parce que notre jeunesse à l'heure actuelle affronte énormément de problèmes. Et il faut dire aussi que les aînés n'ont pas été vraiment à la hauteur pour pouvoir façonner cette jeunesse de manière à lui faire jouer le rôle qu'il doit jouer. Eh bien, je commencerai d'abord par le problème de l'enseignement. Eh bien, vous savez très bien que l'enseignement a dégradé totalement, disons, toutes les années que nous avons vécues. Parce que si nous partons de 1960 pour arriver jusqu'à la date d'aujourd'hui, eh bien, on peut vivre, si vous voulez, la régression de cette qualité de l'enseignement qu'on avait dans le temps. Et puis ensuite, vous avez notre jeunesse actuelle qui est également façonnée par l'environnement dans lequel elle est en train de vivre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement que nous vivons dans un ensemble de problèmes politiques, de problèmes sociaux, de problèmes spirituels, etc., façonnés par, si vous voulez, l'environnement politique dans lequel nous évoluons. Hier, c'était Mobutu, 30 ans, et puis après, c'est les Kabila qui arrivent, ça fait 20 ans. Eh bien, je peux vous dire que pendant les 50 dernières années, eh bien, nous avons été façonnés à toutes les antivaleurs imaginables et inimaginables. Et la jeunesse, évidemment, ne pouvait pas échapper à cette réalité-là. De telle manière qu'aujourd'hui, eh bien, ce que nous voyons dans la rue, ce que nous voyons dans notre société, eh bien, c'est tout simplement le résultat ou la résultante, disons, de tout ce que nous avons vécu
que nous avons appris, si vous voulez, de cette école des antivaleurs, où on trouve la corruption, où on trouve le défaitisme, où on trouve, disons, comment je dirais, l'insuffisance, où on trouve, disons, même la paresse, on trouve l'alcoolisme, le tabagisme, etc. Et tout ça se mêle d'une manière tout à fait incohérente, de telle façon qu'on se trouve actuellement devant une jeunesse et on se pose réellement la question de savoir cette jeunesse, qu'est-ce qu'elle est capable de faire demain, de manière qu'elle puisse réellement jouer son rôle pour faire de ce pays ce qu'il doit réellement être, c'est-à-dire la grande République démocratique du Congo. Et c'est un sujet de préoccupation et un sujet vraiment de préoccupation. Oui, monsieur l'honorable, un sujet de préoccupation, comme vous le dites. Bon, au moins vous êtes dans ce milieu-là, je m'explique, dans ce milieu-là, c'est-à-dire vous encadrez la jeunesse congolaise, surtout ici à Kinshasa. Lorsque vous regardez vous-même, vous fixez votre regard sur la dernière, qu'est-ce que vous dites? Lorsque je regarde sur la quoi? La jeunesse congolaise de ce pays. Eh bien, c'est ça que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est un véritable sujet de préoccupation, un sujet, disons, de grands soucis, parce que, comme je vous ai dit, l'avenir du pays entre les mains de la jeunesse. Et quand cette jeunesse devient problématique, eh bien, c'est-à-dire que vous avez aussi l'avenir, vous placez, si vous voulez, l'avenir du pays, même l'avenir du pays devient aussi problématique. Je peux vous donner quelques exemples. Prenons par hasard, tout à fait au hasard, parce qu'il y a quand même à l'heure actuelle, beaucoup des instituts supérieurs dans le pays, il y a beaucoup d'universités dans le pays, même dans les provinces, vous trouvez des universités, des instituts supérieurs. Tout ça c'est très bien, donc il y a le nombre, mais le nombre n'est pas nécessairement synonyme de la qualité. Lorsque vous vous trouvez aujourd'hui devant un licencié universitaire, lorsque vous vous trouvez devant un gradué universitaire, eh bien, je peux vous assurer que parfois on est désorienté. On est vraiment désorienté par le niveau. Ce n'est pas la faute parce que vous savez, le Congolais est resté égal à lui-même. Le Congolais d'hier n'est pas différent du Congolais d'aujourd'hui, mais c'est l'environnement qui a changé, c'est le niveau scolaire qui a changé. Bon, et puis ensuite, vous évoluez avec ces licenciés, avec ces gradués, eh bien, ces jeunes gens, lorsqu'ils sortent de l'école, eh bien, ils affrontent maintenant, si vous voulez, le chômage. Et il y en a beaucoup qui sont diplômés, qui ont leurs papiers, etc., mais qui sont au chômage. Et vous savez que le chômage, c'est encore aussi une autre école, parce qu'un licencié, un gradué qui devient chômeur, eh bien, il doit maintenant s'habituer, si vous voulez, à cette école du chômage. Et je peux vous garantir que après quelques années de chômage, eh bien, ça ne va pas être la même personne. C'est une personne qui peut aller si c'est un homme courageux, un homme de bon sens, il peut se dire, bon, je n'ai pas de travail, mais je me débrouille de telle ou telle manière. Mais il y en a aussi beaucoup qui peuvent aller vers le tabagisme, vers l'alcoolisme, vers, disons, même le jeu criminel, etc. C'est ainsi que nous avons dans nos cités, dans nos quartiers, beaucoup de jeunes qui sont complètement désorientés et que vous ne pouvez pas approcher. Alors, l'environnement dont il est question ici, c'est un environnement qui doit être créé, si vous voulez, par la société. Et la société est façonnée par les adultes, par les hommes politiques, par les hommes d'affaires, par les églises, n'est-ce pas? Donc, disons, dans le spirituel. Et tout cela, c'est un ensemble qui n'est pas coordonné, malheureusement. Et alors, les plus grandes victimes, évidemment, sont des jeunes qui, à un moment donné, se retrouvent au croisement des chemins, et puis on se pose la question dans quelle direction il faut aller.
Et alors on voit évidemment le résultat qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que on se trouve devant une jeunesse qui pose problème, qui est réellement problématique. Et moi, ma conclusion est que lorsque la jeunesse est problématique, eh ben, il faut tout simplement conclure que même l'avenir du pays est aussi problématique parce qu'il va se trouver entre les mains de personnes problématiques. Bien évidemment, honorable, vous êtes aujourd'hui, vous levez d'aujourd'hui, donc hier vous étiez jeune. Si il vous sera peut-être demandé, vous êtes sage aujourd'hui, vous tous, nous venons près de vous des fois pour avoir des conseils, mais si vous sera peut-être demandé de faire une étude comparative entre la jeunesse de votre époque et celle d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, vous savez, à notre époque, ça je peux vous le dire franchement, nous, on n'était pas de l'époque de l'informatique. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas donc, la jeunesse d'hier, donc de l'époque, mettons, des années passées, c'était une jeunesse qui était encadrée d'une autre manière. C'est-à-dire par, je peux vous dire, par un enseignement qui valait ce qu'il valait à l'époque. Je peux vous donner un petit exemple, c'est que les programmes qu'on avait dans le temps, mettons, dans les écoles secondaires, eh ben, c'était que les dernières années, par exemple, de secondaire, on apprenait des choses qui aujourd'hui aussi sont toujours inscrites au programme. On avait des mathématiques, on avait l'algèbre, l'arithmétique, on avait la géométrie, on avait l'histoire, on avait la géographie. Hein. Mais il y avait cet encadrement, si vous voulez, qui n'est plus aussi élaboré que celui d'aujourd'hui. Hier, on pouvait vous donner des sujets de rédaction, on pouvait même vous donner des sujets de dissertation. Et on trouvait des jeunes gens, si vous voulez, des dernières années en secondaire qui pouvaient disserter sur des sujets qui avaient quand même une certaine hauteur. Je peux vous donner un exemple. On pouvait vous dire, faites une dissertation sur des sujets tels que l'homme c'est un animal raisonnable. L'homme c'est un animal raisonnable. Donc ce qui veut dire que vous avez deux parties dans cette dissertation. Vous devez d'abord prouver que l'homme c'est un animal, et puis ensuite vous devez prouver que cet animal-là c'est un animal doté de la raison, c'est-à-dire raisonnable. Alors, quand vous avez disserté là-dessus, on n'avait pas, comme je vous dis, on n'avait pas l'Internet pour entrer dans le Google ou dans les, pour pouvoir... Alors, on allait dans les livres, on lisait, on faisait des recherches, etc., de telle manière que quand vous avez terminé ce sujet, eh ben, vous pouvez discuter avec un jeune homme qui peut vous prouver que l'homme c'est réellement un animal, mais cet animal là-bas c'est un animal raisonnable et c'est ça. Donc c'est pour vous donner seulement un exemple, disons, de cette... et puis ensuite, il y avait également... par exemple, disons, pour ceux qui étaient dans les... comment est-ce que je dirais là, dans les... comment est-ce qu'on appelle encore ça dans des milieux de vote? Oui, dans le milieu de séminaires ou de couvents, enfin pas de couvents, mais enfin disons de... Alors, dans ces milieux là-bas, eh ben, oui, dans ces milieux, vous savez, il y avait un programme de vie qui était très strict. On avait une heure bien déterminée pour se réveiller. Si c'est 5 heures du matin, c'est 5 heures du matin. Et puis, vous devez aller, mettons, à l'église à telle heure bien déterminée. Immédiatement après, vous devez aller faire un travail manuel à une heure bien déterminée. Les cours commençaient à telle heure, le manger à telle heure, ainsi de suite. Parlons toujours de la jeunesse. Eh ben, maintenant, si la jeunesse en question dont nous parlons est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est par manque d'encadrement par vous, nos aînés, soit elle-même ne veut pas se prendre en charge. Bon, il faut dire que tout est fonction, si vous voulez, de l'environnement dans lequel, quand vous avez un environnement, disons, bien ordonné, un environnement capable d'encadrer,
avec des règles bien précises. Parce que la jeunesse, c'est quoi? Ce sont des jeunes qui évoluent vers l'âge adulte. Et dans cette évolution, il y a d'abord le rôle des parents, et puis ensuite il y a le rôle de l'école, et puis ensuite il y a le rôle de la société tout entière. Alors quand vous avez cette société là-bas qui a des règles bien précises, avec des lois respectées, etc., eh ben, vous pouvez avoir l'espoir que la personne va évoluer dans cet environnement suivant certaines règles. Mais quand vous avez justement cet environnement qui est tout à fait dispersé, un environnement où il n'y a pas de rigueur. Par exemple, prenons simplement l'exemple de l'Internet aujourd'hui. Vous avez les réseaux sociaux où une personne peut passer des heures et des heures sur ces réseaux sociaux et il peut s'intéresser à des sites qui n'ont rien à voir ni sur le plan moral, ni sur le plan intellectuel, ni tout simplement, et de telle manière qu'il est façonné, si vous voulez, par ses habitudes. Et finalement, vous pouvez avoir une personne qui évolue de cette manière, mais qui n'est pas récupérée, qui n'est pas utile qui n'est pas utile, si vous voulez, à sa société. Donc tout ça, c'est autant d'éléments. Alors, dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les parents, il faut que les autorités morales, les églises, il faut que le monde politique puisse avoir évidemment un ensemble de règles pour pouvoir encadrer cette jeunesse. Et il y a des pays qui ont réussi, raison pour laquelle ces pays se développent d'une manière très harmonieuse. Je ne dis pas que la société là-bas est tout à fait purifiée, au contraire, mais c'est presque tout le monde entier qui est, disons, dans ces réalités, qui sont des réalités qui font que la jeunesse aujourd'hui est tout à fait différente de celle d'hier. Je ne sais pas si c'est vraiment comparable, mais c'est un sujet très complexe, de telle manière que les autorités politiques, c'est aussi une des responsabilités, si vous voulez, du monde politique, et surtout des responsables politiques, d'encadrer la jeunesse de manière à la diriger vers, disons, vers un monde meilleur. Et le monde meilleur, c'est le monde du travail, c'est le monde spirituel, c'est le monde de la discipline, du respect des lois, c'est le monde du travail bien fait, le monde de la méritocratie, etc. Donc, toutes ces valeurs de leadership, les valeurs de responsabilité, les valeurs de l'intégrité, eh bien, ce sont des valeurs qui devaient être mises sur la table pour être enseignées, si vous voulez, aux jeunes, parce que ce sont ces jeunes qui demain vont également perpétuer, disons, cette culture du pays vers un monde meilleur. Mais si toutes ces réalités sont dispersées de manière que les jeunes se retrouvent abandonnés un peu à eux-mêmes, eh ben, je peux vous assurer que ça peut être un cas de désespoir, si vous voulez, pour l'avenir du pays, puisqu'alors en ce moment-là, n'importe quelle influence qui arrive de l'extérieur est mise sur la table et avalée d'une manière sans aucune distinction. Et alors on se trouve avec une jeunesse tout à fait problématique qui est sensible à toutes les influences, etc. et qui n'a pas, si vous voulez, un rocher spirituel, un rocher moral, un rocher intellectuel pour pouvoir distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et alors en ce moment-là, je vous assure que c'est une jeunesse qui risque évidemment d'être un véritable problème pour l'ensemble du pays. Oui, un véritable problème pour l'ensemble du pays. Comme je le disais, nous entendons déjà pratiquement la fin de notre entretien, notre émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes informé, bien sûr, oui, je l'affirme que vous êtes informé du phénomène Zododo et le phénomène Bombé ici, surtout à Kinshasa, pour nous qui vivons ici à Kinshasa. De quelle façon vous coopérez ça pour communiquer aussi avec les jeunes de votre association ADAM pour peut-être faire face, pallier à cette difficulté?
Oui, premièrement, vous savez, c'est un problème de conscience personnelle, c'est un problème un peu individuel, un peu personnel. Il faut s'adresser à la personne pour lui démontrer, évidemment, disons, les côtés négatifs de l'alcoolisme ou du tabagisme ou de tout ce que vous venez de faire, de dire là-bas. Et puis, c'est aussi un problème qui est entre mains des autorités du pays. Parce que les eaux d'eau dont vous parlez, les again, toutes ces boissons alcoolisées, le Bombay qu'on trouve sur... Mais ce sont des choses qui, dans d'autres pays, c'est réglementé. La consommation de l'alcool n'est pas, disons, un problème qui est laissé à la population. C'est un problème qui est réglementé. Je crois que même dans les pays démocratiques, des pays très avancés, je ne crois pas que l'alcool est mis à la disposition de tout le monde, etc. Non, c'est réglementé. Et même, disons, les usines de fabrication sont très surveillées du point de vue de la qualité, du point de vue même de la quantité d'alcool qui se trouve dans ces boissons. Mais lorsque nous arrivons ici chez nous, eh bien, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Il y a des usines qui naissent un peu partout et qui produisent en grande quantité de boissons alcoolisées à forte dose d'ailleurs d'alcool, parce que les eaux d'eau dont vous parlez là-bas, eh bien, le taux d'alcool là-dedans est pas moins de 40-45%. Et puis ces boissons sont en même temps, disons, je dirais colorées avec du sucre là-dedans, de telle manière que vous pouvez boire ça sans vous rendre compte que vous consommez de l'alcool. Et ce n'est qu'après un temps que vous avez effectivement... Et alors si vous consommez ça d'une manière régulière, eh bien, vous pouvez être sûr que vous abîmez votre organisme et vous êtes évidemment client à beaucoup de maladies comme, disons, la cirrhose de foie ou d'autres maladies qui sont connues. Donc c'est un véritable problème qui doit être pris très sérieusement en compte par les autorités du pays. Et dans notre ville, d'abord, ça devait commencer avec l'hôtel de ville et puis ensuite pour l'ensemble du pays. Je crois quand même qu'il y a des autorités du gouvernement qui doivent se pencher très sérieusement sur cette question parce que c'est un danger véritable pour l'avenir du pays. Merci, honorable Magé. Une petite question de curiosité. Bon, si vous allez me permettre de la poser, c'est de mon droit. Adam, on a parlé sur Adam. Un parti politique en gestation, ce n'était pas préparé, mais ça m'a venu quand même, voilà pourquoi je disais curiosité, soit une association, c'est moi. Nous tendons déjà ici là vers les élections. Bon, vous savez, c'est que nous, l'accent que nous mettons dans notre association, c'est un accent sur le leadership. Vous savez, on vient de parler ici de beaucoup de problèmes qui se posent individuellement à notre jeunesse, aux Congolais eux-mêmes, et puis même à l'ensemble du pays, en tant que l'avenir de ce pays considéré comme étant, si vous voulez, un élément dans le concert des nations qui doit jouer son rôle, etc. Alors, lorsque nous regardons l'histoire de notre pays, on peut prendre à partir de 1960 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, nous nous rendons compte que nous avons déjà fait un grand parcours. C'est plus de 60 ans que ce pays est devenu indépendant. Et puis la deuxième réalité aussi est que nous sommes dans un pays extrêmement riche, à tous les points de vue. Du point de vue climatique, du point de vue minéré, sur le plan même, si vous voulez, de la démographie, eh bien, nous sommes quand même plus de 100 millions de personnes, etc. Et nous sommes dans un pays extrêmement vaste, plus de 2 millions de kilomètres. Nous avons un bassin qu'on appelle le bassin du Congo, qui est aussi une grande richesse comparée évidemment à d'autres pays du monde. Alors, lorsque nous regardons ce pays avec toutes ses potentialités et toutes ses richesses,
et qu'on nous dise que nous sommes un des peuples les plus pauvres du monde, eh bien, ça peut poser aussi un problème très sérieux à notre conscience. Pourquoi nous sommes un des pays les plus beaux et les plus riches et que le peuple lui-même soit devenu aussi pauvre? Donc ça veut dire qu'il y a un problème de leadership dans notre pays. Or, le leadership suppose un esprit de responsabilité, c'est un problème de choses d'intégrité, un problème, si vous voulez, d'engagement pour chacun d'entre nous. Parce que lorsque nous regardons ce tableau, nous pouvons nous dire, oui, c'est la faute de tel, ou c'est la faute de tel, c'est la faute de tel, un peu comme tout le monde. Mais la question principale, c'est de savoir, de se poser la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ce pays à se relever et à quitter, si vous voulez, cette médiocrité. Et c'est ça le souci de l'association, c'est-à-dire demander à tous les Congolais, d'une manière individuelle et d'une manière collective, de faire un examen de conscience, de comprendre les réalités de ce pays qui nous empêchent, si vous voulez, d'aller de l'avant, et puis voir de quelle manière nous pouvons, nous tous, d'une manière générale, cheminer ensemble vers... Et cela pour répondre à notre hymne national. Lorsque vous chantez l'hymne national, la première chose qu'on vous dit, c'est que debout Congolais, et ça c'est une chanson qui vient de notre période de l'indépendance nationale. Debout Congolais, mettez-vous debout, etc. Mais nous devons nous mettre debout, pourquoi? Parce que nous sommes unis par le sort. Et lorsqu'on réfléchit un peu, nous sommes unis par quel sort? Nous sommes unis par le sort que nous sommes un pays extrêmement riche que je viens de décrire, mais que nous soyons aussi misérables, aussi pauvres. Et alors on peut se poser, nous sommes unis aussi par le sort parce que nous devons nous poser la question de savoir pourquoi nous donnons l'image de pauvres qui sont assis sur une montagne de richesse. Est-ce que c'est la faute de qui? Est-ce que c'est la faute de nos autorités? C'est un peu la faute de nous tous. Et c'est pour cette raison que nous devons nous mettre tous debout. Et puis notre hymne également nous dit que nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour faire un pays plus beau qu'avant. Et ça aussi, c'est aussi un cri d'alarme, c'est-à-dire un cri qui est adressé à tous les Congolais pour dire que nous avons tout ce qu'il faut, nous sommes là nous-mêmes, eh bien nous sommes en train de tourner en rond, mais unissons-nous pour que nous puissions faire un pays plus beau qu'avant. Et ce pays plus beau qu'avant, là, quel sera le résultat? À la fin, nous disons, bon, une fois que nous avons atteint ce résultat, nous devons préparer, disons, nos enfants pour qu'ils puissent être héritiers, si vous voulez, du résultat du travail que nous allons faire. Alors, tout cela, nous vivons comme, disons, avec tous les problèmes qu'on a actuellement. Il y a le Covid, il y a le problème de survie, il y a le problème de ceci, cela. Et nous oublions que nous sommes en train, disons, de tourner en rond et que nous n'avons pas le droit de le faire. Et alors nous demandons aux membres de l'association d'être conscients de cette réalité et de s'engager pour que chacun dans son milieu devienne un leader qui puisse comprendre qu'il a la responsabilité, non seulement de lui-même, mais la responsabilité de sa famille, de toute sa communauté, pour que tous ensemble nous cheminions vers l'avenir radieux, etc., qui nous est réservé. Parce que le sort nous a donné un beau pays, ce n'est pas pour jouer avec, c'est pour que nous puissions l'exploiter afin que nous puissions jouer le rôle qui nous convient. Et ça, c'est toute une mission, c'est toute une réflexion. Alors, un parti politique, que ce soit un parti politique ou une association, mais c'est une vision, si vous voulez, qui s'impose à chacun d'entre nous. Il faut que tous les Congolais, à un moment donné, disons, se disent, mais qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que nous faisons, pourquoi ça nous arrive? Et surtout de poser la question de savoir, est-ce que nous méritons ce qui nous arrive?
des tueries à l'est du pays, la famine par ici, des personnes qui font n'importe quoi dans la rue, est-ce que l'alcoolisme qui envahit nos jeunes, et puis le tabagisme. Et tout ça, ça ne suffit pas. Il faut encore qu'on aille vers le bombisme ou la bombe, tout ça, etc. Mais finalement, nous devenons quoi? Qu'est-ce que nous sommes dans tout ça? Qu'est-ce que nous sommes? Et qu'est-ce que nous valons? D'ailleurs, nous assistons à un phénomène, c'est que tous ceux qui viennent de l'extérieur nous écrasent, nous marchent sur les pieds parce qu'ils nous trouvent un pays inexistant. Ils nous trouvent même comme un peuple inexistant. Et nous ne valons pas grand-chose, etc. Une personne qui ne sait pas que en jetant simplement le maïs dans la cour, le lendemain, il se trouve devant du maïs qui pousse. Un peuple qui ne sait pas que au lieu de manger des piodis qui sont pleins de formol, nous pouvons aller dans nos rivières, nos nombreuses rivières, et attraper autant de poissons que nous pouvons. Des gens qui ne peuvent même se rendre compte que nous avons du coltan, du cuivre, de l'or, etc. Il suffit d'exploiter ça d'une manière intelligente et le vendre comme tout le monde correctement pour que nous puissions devenir les champions du monde. Et tout ça, on ne sait pas. Nous sommes un peuple qui ne sait pas que notre jeunesse, qui est une jeunesse tout à fait extraordinaire, tout simplement en encadrant cette jeunesse, en la faisant vivre, si vous voulez, les réalités, etc., nous pouvons faire de cette jeunesse, on peut avoir des champions du monde en ceci, champions du monde en cela, on peut avoir des laboratoires de recherche, on peut avoir des universités excellentes, on peut avoir... Mais tout ceci, on peut l'avoir si nous le voulons. Mais ici, nous attendons que les autres nous fassent venir des cadeaux, qu'ils viennent nous aider à faire ceci ou cela. Et alors, on va même un jour venir nous apprendre. Et en plus de ça, nous avons des églises qui nous prêchent que, soyez seulement calmes, le bon Dieu est là, il fera tout pour vous, à votre place. Donc, non seulement le bon Dieu a mis des poissons dans les rivières, mais il faut encore qu'il envoie des anges pour aller faire la pêche. Et quand ils amènent le poisson à la maison, il y a l'ange Michel ou Gabriel qui lui va s'occuper de vous préparer ça. Et alors, comme ça, on vous sert à table, le grand patron va manger parce que Dieu est à son service. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas ça la réalité des choses. Donc, c'est ça que nous voulons dans l'association, réveiller la conscience des Congolais sur toutes ces réalités-là. Ce sont des réalités. Il ne faut pas qu'on commette l'erreur de notre père Adam, qui, après avoir commis des fautes, etc., dit « Oh non, vous savez, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de la femme que vous m'avez donnée. » On pose la même question à la femme, elle répond, oui, écoutez, ce n'est pas ma faute, c'est le serpent. Bon, tout ça, si nous continuons à adopter cette attitude, c'est-à-dire que nous serons toujours, disons, un peuple problématique. Et alors, si on vous traite de pays de merde, il ne faut pas vous fâcher, parce que ça, c'est réellement des pays de merde. Merci honorable, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Ok, c'est moi qui vous remercie.